Bienvenue et bonjour Éric Trappier. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le PDG de Dassault Aviation. Je précise, Éric Trappier, que vous êtes un historique de la maison Dassault, avec notamment pour mission de faire de l'avion de combat Rafale un succès à l'export. Dans un contexte de guerre, nous allons bien sûr en parler. Vous avez aussi une autre casquette importante en tant que président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. La réindustrialisation de notre pays est un défi majeur. Là encore, ce sera un sujet de notre interview. Mais tout d'abord, Éric Trappier, tandis que la guerre se poursuit aux confins de l'Europe, en Ukraine, et que de vives tensions internationales secouent le Proche et le Moyen-Orient, dans un tel décor de conflit que vous connaissez bien, est-ce que le carnet de commandes du Rafale est en pleine expansion et même explosion ? Il a été en pleine expansion depuis sa première réussite en 2015, et depuis on a eu un certain nombre de contrats. Les périodes de guerre ne sont pas forcément propices pour nous de vendre plus d'avions. Contrairement à ce qu'on peut croire. Contrairement à ce qu'on peut croire, si vous regardez la guerre en Ukraine, plutôt les États-Unis qui ont tiré avantage, entre guillemets, de cette guerre, et les Européens ont acheté massivement américain. Encore hier, les Portugais déclaraient vouloir acheter un avion américain. Donc ça ne nous est pas profitable, entre guillemets, comme certains pourraient le croire. On achète des avions de combat pour se défendre. Ça fait partie d'une défense, et la défense, c'est normalement ce qui doit éviter la guerre, et dans la prévention. Et quasiment tous les pays du monde cherchent à se réarmer, et notamment grâce à la supériorité aérienne. Les chiffres des budgets de défense mondiaux ne cessent de progresser. Alors les trois pays en tête, ce n'est pas une surprise, les États-Unis, la Chine et la Russie. La défense a représenté 2,3% du PIB mondial l'an dernier. Est-ce que derrière ces statistiques, Éric Trappier, c'est un monde en guerre, ou qui se prépare, voire pire, à une guerre plus importante encore ? En tout cas, c'est un monde qui se réarme, et les Européens ont pensé, après la chute du mur de Berlin, que les guerres n'existeraient plus, un petit peu comme après la Première Guerre mondiale, on disait plus jamais ça. Malheureusement, les tensions ont ressurgi, souvent entre voisins, et il est absolument important d'être prêt à faire la guerre pour l'éviter. Donc je pense que c'est plutôt en Europe qu'est le déficit. Les pays se réarment, il faudrait que l'Europe aussi pense à se réarmer, pas simplement en américain. On va en parler, de l'Europe de la défense, mais tout d'abord, qu'est-ce qui explique le succès à l'international du Rafale ? Est-ce que lorsque vous signez, vous apposez votre signature, et donc celle de Dassault, vous dites que c'est la France qui gagne ? Oui, c'est l'équipe France qui gagne quand on signe un contrat, parce qu'il y a un aspect historique. En général, on a vendu dans des pays historiquement acquis à la France et à Dassault, comme l'Inde, où on vend depuis le début des années 50. D'autres pays sont venus depuis. C'est cette confiance entre Dassault et un certain nombre de pays, mais c'est surtout la relation stratégique qui peut exister entre ces pays acquéreurs de Rafale et la France. Donc c'est une combinaison entre des aspects très politiques et malgré tout un très bon avion. Et ça, c'est reconnu aujourd'hui, non seulement au moins de nos propres forces armées, armées de l'air, marine, mais ceux qui l'ont acquis et qui l'utilisent aujourd'hui le disent haut et fort partout. Alors beaucoup en rêvent et ne peuvent pas l'avoir, évidemment. On pense à certains pays en guerre, on pense à l'armée ukrainienne. On sait que l'armée française forme l'armée ukrainienne. Est-ce que des dons d'avions, mais là je parle de Mirage 2000, sont prévus ? On en a parlé à un moment. Alors écoutez, c'est pas moi qui m'en occupe, puisque les avions ne m'appartiennent plus, ils appartiennent aux armées, et c'est une décision purement politique de savoir si on doit transférer des avions français vers l'Ukraine ou pas, sachant quand même qu'il faut aussi que la France préserve son outil de défense, compte tenu justement de la situation mondiale. Oui, il ne faut pas se déshabiller, même si l'intention peut être jugée comme étant louable. Absolument, mais ça c'est une décision du chef de l'État, chef des armées, pour savoir s'il doit le faire ou pas. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Éric Trappier, et l'invasion russe, on entend parler de l'Europe de la défense. C'est un serpent de mer, c'est un mythe. Et vous venez de dire, on le savait au début de cet entretien, que les Portugais vont choisir et peut-être acheter américain. Mais alors c'est quoi l'Europe de la défense dans ce cas-là ? C'est un rêve qui existe déjà depuis assez longtemps. C'est une volonté de se dire que l'Europe, si elle était un peu plus unie, pourrait potentiellement suffire à sa propre défense, mais on sait que l'organisation aujourd'hui pour beaucoup de pays de la défense de certains pays européens, c'est l'OTAN, dans laquelle nous sommes aussi intégrés au sens de l'Alliance Atlantique, et ces pays-là traduisent souvent le fait que être dans l'OTAN, être sous le parapluie américain, nécessite d'acheter des avions américains, parce que les Américains en font aussi une arme
de guerre, je dirais surtout une arme commerciale. Oui, être sous le parapluie américain, c'est une chose, mais ne cesser de vanter l'Europe de la défense et acheter américain, c'est quand même contradictoire. C'est un paradoxe. Ça peut faire mal à l'avionneur que vous êtes. C'est certain. Aujourd'hui, on n'en tire aucun profit de cette Europe de la défense, nous Dassault. Heureusement, on a quand même vendu à 2 pays européens que sont la Grèce et la Croatie, qui sont dans l'OTAN et européens. Mais il y a quand même un sursaut en Europe qui est de dire peut-être qu'on a été trop loin dans le désarmement ou du moins dans le non-réarmement, et il serait important, face aux événements, de mutualiser un peu plus nos efforts pour arriver à remonter cet effort de défense. Alors, industrie de l'armement et plus largement l'Union des industries et métiers de la métallurgie dont vous êtes le représentant, nouvellement réélu d'ailleurs, Éric Trappier. Je précise à nos auditeurs et téléspectateurs que ça représente 42 000 entreprises qui comptent près de 2 millions, 1,6 million de salariés dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'armement, etc. Très clairement dans les chiffres, parce que là vous avez un tableau de bord pour parler d'avion qui est assez complet, la réindustrialisation qui est tant vantée par les politiques. Quand on voit les chiffres avec Trappier, est-ce que ça pique pas un peu du nez ? Malheureusement pour notre pays. Écoutez, d'abord c'est une très grande fierté de conduire cette union parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont majoritairement 90% des petites entreprises, toutes implantées dans les territoires. Donc c'est vraiment la France industrielle des territoires. Si j'ai pris cette présidence, c'est bien pour avoir un devoir de défendre l'industrie pour la France. Donc on accueille très favorablement la réindustrialisation voulue après une certaine prise de conscience, parce qu'on désindustrialise depuis 30 ans, on est maintenant plus qu'à 10% d'industrie par rapport au PIB français, là où l'Allemagne est à plus de 20%, là où la moyenne européenne est à 16%, là où nos voisins italiens sont à 17%, et donc c'est une urgence absolue de réindustrialiser. Est-ce qu'on va y arriver ? Le maître mot, c'est la compétitivité, tout en préservant d'une certaine manière un modèle social, mais ce modèle social va devoir évoluer, parce qu'il faut pouvoir se le payer. Ouais. Mais est-ce qu'on est encore un pays de producteurs aujourd'hui ? Oui, on reste un pays producteur dans certains domaines. Si vous prenez l'aéronautique, ça marche. Et en plus, quand ça marche, vous voyez, c'est bon pour le pays, parce que ça fait une balance commerciale positive, donc ça rapporte des impôts, ça permet de cotiser aux caisses sociales, donc d'assurer ce modèle social français. Et donc on sent bien que l'objectif de réindustrialisation est un bon industrie. La vraie question, c'est comment on y arrive. C'est ça où la difficulté. Il faut la première partie. Le quinquennat précédent, c'est quand même baisse des impôts, c'est très bien. Baisse des impôts de production, il faut continuer. On n'est pas sûr que ça continue. Parce que vous n'êtes pas sûr que ça continue, parce que si j'ai repris les dernières déclarations à la fois du président, du Premier ministre et du ministre de l'économie, on entend moins cet objectif de poursuivre l'effort sur la diminution. C'est pour ça qu'on a une inquiétude. On a accueilli très favorablement cette politique de l'offre qui nous a permis de relancer un petit peu l'industrie. Maintenant, le coût de la main-d'œuvre, le coût des charges sociales sur la main-d'œuvre, le coût encore des impôts, même s'ils ont baissé, on l'a accueilli favorablement, et le risque de prendre des mesures qui ne permettraient plus un certain allègement des charges sociales. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. Difficile. Il va y avoir des choix, et vous craignez que ce soit au détriment de certaines... Mais là, on parle de PME. Vous avez employé ce mot, c'est la France industrielle des territoires, c'est celle qui fait travailler, etc. Oui, elle peut être la variable elle peut être inquiète. Elle est inquiète aussi en Allemagne, par exemple, parce que quand les grands s'en vont, c'est un peu le cas de la chimie à cause du prix de l'énergie, parce que le prix de l'énergie ça va pas très bien non plus de notre côté, même si ça va beaucoup mieux. On a une politique de réindustrialisation dans le nucléaire, et c'est très bien, on va l'accompagner, mais ça va prendre du temps. Mais après, là encore... Voilà, donc si les grands s'en vont, les petits vont souffrir. Donc c'est une problématique globale, mais c'est les petits qui souffriront en premier, et on le voit en général, les petites entreprises dans les territoires proches de la Suisse, par exemple, ont un mal fou à trouver de la main-d'œuvre, ce qui est paradoxal aussi dans un pays qui a toujours 7% de chômage. Il faut travailler sur l'emploi et donc remettre la valeur travail au centre du village. Parce que ça, c'est un slogan, en tout cas employé par les politiques, inciter au travail. Il faut arrêter de baisser les heures de travail. Il faut arrêter de vouloir une semaine à 4 jours. Laisser les entreprises. Qu'à la SNCF, je parle de la SNCF, les cheminots obtiennent des retraites anticipées. Est-ce que ça participe du symbole d'une économie de guerre ? Non, sûrement pas. Il faut travailler plus dans une économie de guerre, on le sait, parce qu'il faut accélérer les productions. Néanmoins, on n'est pas encore en guerre, donc on ne va pas transformer complètement la société, etc. Que nous sommes en guerre. Donc on essaye de remonter les cadences de production. Et je dis, ce paradoxe, c'est qu'on a du mal à employer.
surtout dans notre sous-traitance. Combien d'emplois non pourvus à peu près? Des milliers? On a quelques milliers de... 100 000, ouais, un peu moins, peut-être 10 000 emplois qui sont non pourvus dans notre secteur. Ce sont des secteurs d'excellence, il y a tant d'emplois non pourvus et un taux de chômage aussi important dans notre pays. Il y a une problématique, c'est la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, par exemple, dans l'automobile, l'emploi va baisser. On va malheureusement avoir beaucoup moins d'emplois dans l'automobile. Il faudrait les faire venir sur l'aéronautique, par exemple. Donc, nous, UMM, avec nos centres de formation, on a tout un réseau de centres de formation, premier centre de formation privé en France. On forme et on essaye de transformer ces gens pour aller d'un secteur à l'autre. Mais il n'y a pas de mobilité géographique. Le logement est un problème. Donc, avec une crise profonde. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Éric Trappier? D'abord, comment on encourage le travail? Vous vous dites, il faut toucher quand même au modèle social, mais évidemment ne pas s'aborder, si je puis dire. Il y a une réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut y aller? Oui, moi j'accompagne l'État quand il a envie de reprendre la main sur l'assurance chômage, mais il faut qu'il l'assume jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut qu'il reprenne. Je rappelle que nous sommes les entreprises, nous cotisons 100% de l'assurance chômage. Donc, est-ce que c'est du social? Est-ce que c'est de la solidarité nationale qui doit payer ceux qui ne travaillent pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être capable de susciter l'envie du travail et non pas l'envie de ne pas travailler. Quel levier actionner, pardonnez-moi, si vous aviez une piste sur l'assurance chômage, la durée d'indemnisation, la condition d'affiliation, le niveau d'indemnisation? Oui, peut-être les trois pour vous. C'est les trois, et puis surtout être capable. Donc une vraie réforme à la dure dans ce cas. Non, il faut une vraie réforme, et tout en protégeant ceux qui sont en difficulté. Et ça, c'est la solidarité nationale qui doit le faire. C'est possible, ce n'est pas paradoxal. Et c'est sûrement paradoxal, mais si on met les compteurs au bon endroit, on doit pouvoir y arriver. Et il faut pouvoir le faire en discutant avec les organisations syndicales, ce qui n'est pas très simple, mais c'est quand même dans le dialogue social qu'on arrivera à réformer le pays. Mais c'est difficile. Donc, et l'État. Trappier, oui, il y a quand même une sourde inquiétude. Vous êtes, je le rappelle ce matin, nos auditeurs, téléspectateurs, vous êtes le PDG de Dassault Aviation. Vous présidez l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Est-ce que vous dites, c'est le moment, là, la réindustrialisation, on doit passer du slogan à l'action? C'est le moment. Je pense que sinon le pays va continuer à se désindustrialiser, et on sait qu'un pays qui se désindustrialise n'est pas un pays souverain. Donc pour gagner la bataille de la souveraineté, on a besoin de réindustrialiser, et donc on a besoin des conditions. C'est ce qu'on attend du gouvernement, et c'est ce qu'il a fait en partie, mais qu'il faut qu'il continue, grâce à la réforme des retraites aussi, qui permet d'allonger un peu la durée du travail, qui permet les conditions de travailler un peu plus, particulièrement dans ce contexte, on a besoin de produire. Notre souveraineté est en jeu. Vos paroles résonnent fort en cette période de campagne et des élections européennes. C'est ça qui est en jeu. Souveraineté. Alors, sur la dette, souveraineté financière. Sur la réindustrialisation, souveraineté de notre outil de production. C'est pas un défi mineur. Ah non, c'est pas un défi mineur. C'est pour ça qu'on s'y attelle et qu'on travaille pour défendre cette idée, qui est une idée que la Ve République et la France ont toujours soutenue. Il faut une grande industrie. J'ai jamais compris pourquoi on a donné la priorité aux services face à l'industrie. Très bien les services, mais on a besoin d'une industrie. Et en plus, on a plutôt été bon. L'innovation en France, on a des bonnes écoles d'ingénieurs. Quand on arrive à former des compagnons, c'est des bons compagnons. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une forme de dépossession? Parce que la France était un grand pays de producteurs. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir se le payer. Et il y a des moments, il y a des choix qui sont faits entre produire, voilà, alors, certains vous diraient qu'on paye pas, mais si, on paye bien dans l'industrie par rapport à d'autres branches. De rémunération. On a des minima, on a une branche exemplaire avec une nouvelle convention collective, on a vraiment fait ce qu'il fallait d'un point de vue social, en accord avec les organisations syndicales, donc on est plutôt actif dans le domaine. Donc c'est vraiment les conditions globales du pays qui doivent permettre cette réindustrialisation, et donc c'est la compétitivité. On a face à nous des Américains, des Chinois, etc. Des empires. Et d'autres Européens d'ailleurs. Oui, donc il faut appliquer les règles européennes de la même manière pour tous les pays, pas simplement en surtransposant un certain nombre de règles. C'est l'enjeu des élections européennes. Voilà, l'accumulation des normes aussi nuit au développement de l'industrie. À bon entendeur en ce moment. Il y a le pays, il y a le groupe. On va conclure, Éric Trappier, avec votre prochaine casquette, puisque vous allez d'ici 2025 chapeauter l'ensemble du groupe Dassault, dont vous avez franchi d'ailleurs un à un les paliers de cette holding entrée tout jeune. Quel est votre objectif des prochaines années dans un tel groupe aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il faudra me réinviter l'année prochaine, à peu près à la même époque. Pour l'instant, je m'y prépare tranquillement. Je connais bien ce groupe, je connais bien la famille Dassault, et donc c'est une grande fierté aussi de pouvoir aider à diriger ce groupe.
Diriez-vous d'ailleurs que les intérêts du pays sont parfois calqués et souvent sur les intérêts du groupe? Ce qui est sûr, c'est que les intérêts du groupe sont des intérêts français en particulier, donc, et en grande partie. Donc quand Dassault va bien, c'est bon pour la France. Merci Éric Trappier, je vous remercie, je vous dis à bientôt, c'était votre grande interview. À bientôt, merci.